L'information est partout, et elle est présente en tout. Elle existe au-delà du temps et de l'espace, car elle forme tout, y compris le temps et l'espace. Il est rare qu'une personne qui observe des oiseaux flottant librement ne rêve pas d'apprendre à voler. Il suffit de s'élancer dans les airs et de commencer à voler. Mais malheureusement, la plupart des gens ne savent pas voler. Pourquoi? Oui, c'est un kaléidoscope des faits, et aujourd'hui, nous irons dans le fond des choses. L'antigravité, juste changer les conditions. Comme nous le savons tous très bien, le principal obstacle au vol libre de l'être humain est une force appelée la gravité par la science moderne. Oui, la gravité est la force fondamentale qui nous enchaîne à la surface de la planète. Mais la gravité n'affecte pas seulement les objets à la surface de la Terre, elle maintient également notre planète dans son orbite autour du Soleil et fait tourner le système solaire autour du centre de la galaxie et la galaxie autour du centre d'un amas de galaxies. Ainsi, l'univers tout entier est maintenu dans son état par les forces de gravité. De tout temps, les scientifiques et les inventeurs ont cherché à la vaincre. Aujourd'hui, un grand nombre de machines volantes ont été créées qui utilisent la portance des ailes pour voler. Mais le Graal de tous les moyens de vaincre la gravité terrestre est l'antigravité. En clair, pour décoller dans des conditions où la gravité est annulée, nul besoin d'ailes, d'hélices ou de jet stream, il suffit de voler. La seule question qui se pose est celle des conditions qui annulent la gravité. Comment les créer? Notre équipe de chercheurs s'est posé cette question, et nous partageons aujourd'hui avec vous les résultats de plusieurs mois de recherche intensive pour avoir des réponses. Franco Vasa, astrophysicien à l'Université de Bologne, et Alberto Felletti, neurochirurgien à l'Université de Vérone, ont étudié les similitudes entre deux des systèmes les plus complexes de la nature, le réseau cosmique des galaxies et le réseau de neurones du cerveau humain. Le cerveau humain fonctionne grâce à son vaste réseau neuronal, qui contient jusqu'à 100 milliards de neurones. De son côté, l'univers observable est constitué d'un réseau cosmique d'au moins 100 milliards de galaxies. Regardez ces images. À gauche, une coupe du cervelet, grossie 40 fois, obtenue à l'aide d'une microscopie électronique par le Dr Zunarelli, à l'hôpital universitaire de Modène, en Italie. À droite, les résultats d'une simulation cosmologique d'une section de l'univers, de 300 millions d'années-lumière sur 300 millions d'années-lumière. Ils se ressemblent, n'est-ce pas? Les chercheurs ont conclu qu'il est probable que les interconnexions au sein des deux réseaux, le réseau neuronal et celui de l'univers, évoluent selon des principes physiques similaires, malgré la grande différence entre les échelles des galaxies et des neurones. En d'autres termes, tout dans le monde se répète de manière fractale. Nous savons que les galaxies forment une structure en réseau grâce aux forces gravitationnelles. À en juger par les photos, les neurones du cerveau sont soumis à une force similaire, mais dans des conditions différentes. L'écart des échelles d'action de cette force est étonnant, de la taille de l'univers à celle du réseau neuronal de notre cerveau. Mais une question raisonnable se pose, si cette force se manifeste dans l'être humain, peut-on la contrôler? Vous diriez que c'est absurde, comment une personne peut-elle contrôler la gravité? Ce n'est pas scientifique. Ne vous précipitez pas de répondre. Les faits sont des choses obstinées. L'histoire a conservé des cas authentiques capables de renverser votre représentation de ce phénomène.
XVIIe siècle. Giuseppe de Copertino, également connu sous le nom de Joseph de Cupertino. L'étonnante capacité de Joseph à voler se manifesta chez lui à l'âge de 25 ans, lorsqu'il fut admis dans l'ordre franciscain, et devint prêtre. Cette capacité persiste tout au long de sa vie. Le futur saint s'envolait aussi bien dans le temple pendant l'office divin, qu'en plein air. Il se détachait de la surface du sol, à une distance allant de 10 cm à 70 mètres, restant en l'air pendant des dizaines de minutes. XIXe siècle. Le prochain à avoir été vu en vol est Daniel, Douglas, Home. La célébrité sensationnelle de Home provient de ses séances de lévitation. Le scientifique anglais Sir William Crookes affirme avoir vu le corps du médium s'élever à une hauteur d'environ 2 mètres du sol, une cinquantaine de fois, en pleine lumière. Monsieur Crookes a écrit « Lorsqu'Home s'élevait à nouveau dans les airs, je passais mes mains autour de son corps à la recherche de cordes ou de cordons invisibles à l'œil qui auraient pu soulever et maintenir Home dans cette position, mais je ne trouvais rien. À plusieurs reprises, j'ai vu Home s'envoler avec la chaise sur laquelle il était assis. Beaucoup plus rarement, il est arrivé que des personnes assises à proximité s'envolent également avec Home. En 1868, en présence de témoins, Home fait une étonnante démonstration de lévitation, au cours de laquelle il s'envole par la fenêtre d'une chambre située au 3e étage, et revient par la fenêtre ouverte du salon voisin, volant à une vingtaine de mètres au-dessus de la rue. Le poète Alexeï Konstantinovitch Tolstoï, qui a assisté à une démonstration de lévitation de Daniel, a considéré la démonstration de l'effet comme quelque chose d'incroyable. Il a écrit « Home s'est élevé dans les airs. Alors qu'il planait au-dessus de nous, j'ai pu passer mes bras autour de ses jambes. Home s'est toujours comporté avec une modestie inhabituelle et n'a parlé de ses capacités que comme d'un don venu d'en haut. J'ai quelques pouvoirs. Je serais heureux de les démontrer au mieux de mes capacités, si vous me traitiez comme un gentleman traiterait un gentleman. Je serais heureux que vous puissiez mettre autant de lumière que possible sur cela. Je suis prêt à participer à toute expérience raisonnable. Je n'ai aucun contrôle sur cela, ce sont eux qui m'utilisent, et non moi qui les utilise. Ils m'abandonnent pendant quelques mois, puis réapparaissent avec une vigueur redoublée. Je ne suis qu'un instrument passif, rien de plus. Home lévitait en plein jour. Ses capacités ont été testées par des experts indépendants et des scientifiques célèbres du XIXe siècle tels que Oliver Lodge, William Barrett, Cesare Lombroso. Nous n'avons donné que 2 exemples de ce phénomène extrêmement inhabituel qu'est l'antigravité spontanée. L'existence même d'un tel phénomène bouleverse complètement l'idée que nous nous faisons de l'être humain et des lois de la physique que nous connaissons. Ne croyez pas que de tels phénomènes appartiennent à un passé depuis longtemps oublié. Vous pouvez trouver des références à des manifestations modernes d'antigravité spontanée chez l'être humain. La question est ailleurs, si cette capacité sommeille en chacun de nous, alors elle peut être contrôlée. Il suffit de comprendre les conditions dans lesquelles elle se manifeste. Quelles sont ces conditions? Edgar Cayce était un devin et un médium mondialement connu. En état de transe hypnotique, Cayce a évoqué la lévitation sonore, la capacité de déplacer des objets lourds, à l'aide du son et de l'énergie psychique, comme en témoignent les inscriptions sur les tablettes d'argile des anciens Sumériens. Sur ces tablettes, les historiens ont lu que le son est capable de soulever des pierres. Il est possible que quelque chose de similaire ait été utilisé lors de la construction des pyramides égyptiennes. Cayce raconte que les bâtisseurs des structures des temples de l'Atlantide se sont pris par la main et, sous le rythme des tambours, ont commencé à tourner en rond autour d'une énorme pierre, en chantant à haute voix des chants rituels. Les efforts psychiques intenses de nombreuses personnes, combinés à l'énergie des pulsations sonores, soulevaient des blocs de pierre de plusieurs tonnes et les déposaient au bon endroit.
Les rapports du médium ne sont pas la source d'information la plus fiable, mais c'est déjà ça. Au moins, nous avons une piste de recherche. La résonance sonore et tout ce qui va avec. En parcourant l'immensité d'Internet, nous avons trouvé d'autres preuves qui renforcent l'hypothèse suggérée par Casey. La gravité est liée d'une manière ou d'une autre au phénomène de la résonance. En d'autres termes, il s'agit d'une situation où les ondes sonores s'additionnent dans la même phase. Mais il existe une autre condition que la résonance elle-même, et tout le monde n'est pas au courant de cette condition. Dans la ville américaine de Homestead, à l'extrême sud-est de la péninsule de Floride, se trouve une œuvre architecturale étonnante. Sa particularité réside dans le fait qu'il s'agit d'un vaste ensemble complexe composé de nombreux bâtiments résidentiels et domestiques, ainsi que de diverses structures décoratives, notamment de sculptures et de groupes sculpturaux, réalisés dans un seul et même matériau. Des récifs coralliens en calcaire. Après avoir acheté un terrain de 40 hectares à Florida City, Edward Litzkalnin s'est lancé dans un ambitieux projet de construction. Il dédia la structure à sa fiancée, dont il était séparé, et l'appela « Monument à ma petite amie de 16 ans ». En 1936, Ed décide de déménager. Il achète un terrain beaucoup plus grand et surélevé de 400 acres près de Homestead, à quelques kilomètres de son ancienne maison. Il est alors confronté au défi de déplacer plusieurs centaines de tonnes de structures en pierre et d'œuvres d'art vers le nouveau site. Ed a emprunté un tracteur avec une remorque à un voisin et, pendant plusieurs mois, il a chargé ses pièces la nuit, les a transportées vers le nouveau site pendant la journée, et les a déchargées la nuit suivante. Personne ne l'a jamais vu empiler les pièces sur la remorque, ni les en retirer. Ed a d'abord nommé sa nouvelle propriété, Stonegate Park, le parc de la Porte-Saint-Pierre, puis l'a rebaptisé en Coral Castle, le château de corail. C'est ce nom qui est entré dans la légende d'Edward Litzkalnin. Il a fallu à Ed 25 ans de sa vie pour construire l'ensemble des bâtiments et des ensembles sculpturaux du château, dont le poids total dépasse 1100 tonnes. Un an après la mort d'Ed, en 1952, la société d'ingénierie américaine, intriguée, a entrepris de prouver la supercherie du constructeur du château. Ils ont loué le plus puissant des bulldozers et ont tenté de déplacer l'un des blocs qu'Ed n'avait pas eu le temps d'utiliser dans sa construction. Cela n'a pas fonctionné. Le mystère de la construction du château reste entier, il n'y a plus aucun témoin direct de la construction. De plus, Ed ne laissait personne s'approcher de son site. Il était surnommé Ed le Mossad pour son isolement et son ascétisme. Afin d'étudier le phénomène du château, on a un jour essayé d'enlever la porte tournante de plusieurs tonnes, qui était suspendue à l'entrée. Elle était suspendue si parfaitement, qu'elle tournait au simple toucher d'un doigt. Même un enfant pouvait l'ouvrir. Pour démonter la porte, il a fallu une grue puissante, et plusieurs dizaines d'ouvriers. La porte a été enlevée, mais il s'est avéré qu'elle n'était attachée qu'à un cintre de camion rouillé, tombé en ruine à cause de la vieillesse. Il a fallu faire appel aux meilleurs ingénieurs et à la technologie moderne pour remettre la porte en place. D'après les souvenirs de certains Américains âgés, qui étaient encore des garçons à l'époque, les blocs de corail du chantier d'Ed volaient dans les airs comme des jouets. Plus récemment, un étrange dispositif a été découvert au milieu du château, que les scientifiques ont finalement baptisé le générateur de courant continu. Il s'agissait d'une construction massive comportant un grand nombre de pièces métalliques, au milieu desquelles se trouvait une étoile de David. Il y avait 240 aimants permanents en forme de fer à cheval à l'extérieur de l'appareil. Le maître lui-même vivait dans une pièce de 10 mètres de haut, qui abrite aujourd'hui un petit musée où l'on peut voir les outils sans prétention d'aide. Aujourd'hui, le château est déclaré trésor national de l'État de Floride, et il a été transformé en musée. En 1984, sur décision du gouvernement américain, le château de corail a été inscrit au registre national des curiosités historiques du pays.
Malheureusement, après sa mort, Litzkalnin n'a laissé aucun document révélant le secret de la construction. La seule chose qui a pu être trouvée dans sa chambre est un carnet de notes avec des calculs. Mais ces notes ressemblent plus à des brouillons d'écoliers qu'à des calculs d'ingénieurs. C'est ce qu'affirment ceux qui ont vu ces notes de leurs propres yeux. Des indices indirects et les quelques témoignages de voisins suggèrent que Litzkalnin utilisait la lévitation sonore en créant certaines conditions pour cela. De tout ce que Litzkalnin nous a légué, ce sont les paroles suivantes qui ont le plus de valeur. Toute forme d'existence, qu'il s'agisse de pierre, d'arbre ou d'animal, a un début et une fin. Mais les trois choses qui composent la matière n'ont ni début ni fin. Il s'agit des aimants, qui font partie intégrante des pôles sud et nord, et des particules neutres de la matière. Ce sont les trois choses différentes qui servent d'éléments constitutifs de toute chose. Par cette déclaration, Ed a peut-être voulu exprimer une hypothèse qui a fait de nombreux adeptes parmi les enquêteurs du paranormal et les scientifiques solides. Cette idée est que notre planète est ceinturée par un réseau de lignes de force invisibles, dont les coordonnées peuvent être exprimées par des équations mathématiques. Les études montrent que les paramètres de ce système sont directement liés aux caractéristiques des forces de gravité, de masse, ainsi qu'au champ magnétique de la Terre. En d'autres termes, il découle de cette hypothèse que les phénomènes de gravité et de magnétisme sont directement liés, ce qui signifie qu'en contrôlant le magnétisme, on peut contrôler la gravité. Nous y reviendrons, et en attendant, nous continuerons à étudier le lien entre les phénomènes sonores et la gravité. Poursuivant les recherches d'une réponse à la question des conditions qui annulent l'action de la gravité, nous sommes tombés sur les travaux d'un autre chercheur qui mentionne dans ses travaux la capacité des vibrations sonores à affecter les fondements mêmes de la matière. John Ernest Worrell Kelly. L'inventeur américain, John Kelly, pensait que les vibrations sonores, à une certaine fréquence, pouvaient faire vibrer l'éther. En créant une vibration, l'éther pouvait être focalisé et dirigé. L'éther étant à la base de toute matière, tout objet matériel peut être contrôlé de cette manière. La réalisation la plus impressionnante de Kelly a été la création d'une machine volante, fonctionnant selon ce principe. En 1896, Kelly avait tellement perfectionné son système qu'il osa faire une démonstration de la machine volante au département militaire des États-Unis. L'expérience a été menée en plein air, sous la supervision du département militaire et de la presse. Les descriptions de l'appareil indiquent qu'il s'agissait d'une plateforme circulaire d'environ 1,8 m de diamètre. Un petit siège était monté sur cette plateforme, devant le clavier. Le clavier était relié à un grand nombre de plaques de résonance accordées et de mécanismes vibrants. Le mécanisme de contrôle était constitué de 100 tiges vibrantes, représentant des gammes en harmonique et diatonique. Lorsque la moitié des tiges était réduite au silence, la machine pouvait accélérer de 0 à 800 km/h en quelques secondes. Si toutes les tiges étaient éteintes, la gravité reprenait le dessus et l'appareil redescendait au sol. L'appareil n'était pas affecté par les conditions météorologiques et pouvait monter, même en cas d'orage ou de tempête. Bien qu'impressionné par ce qu'il avait vu, le département militaire informa Kelly qu'il ne voyait pas l'intérêt de faire fonctionner un appareil aussi sophistiqué et refusa d'examiner la question plus en avant. Le plus étonnant dans le fonctionnement de cet appareil était le fait que lorsque Kelly se trouvait sur la plateforme et actionnait l'appareil, il n'était absolument pas affecté par les effets de l'accélération.
Cela suggère l'existence d'un effet d'antigravité pendant le vol. Les machines de Kelly avaient la particularité de ne pas fonctionner sans la présence de leur inventeur. Les sceptiques en doutent, mais d'autres chercheurs pensent que les appareils de Kelly fonctionnaient grâce à l'énergie psychique. Si c'est vrai, alors en plus de l'éther, du son et des phénomènes de résonance électromagnétique, une autre inconnue apparaît dans notre étude des candidats au contrôle de la gravité, c'est-à-dire la conscience humaine. Mais Kelly est allé encore plus loin, il n'a pas craint de relier ses théories à l'idée d'un être primordial. Kelly parle de l'amour comme d'une force universelle de l'univers, exprimée sous forme d'énergie éthérique. Encore l'éther. Oui, il semble que dans la recherche des conditions d'antigravité, on ne puisse plus s'en passer. Fait remarquable, exactement à l'époque où la science officielle interdisait même de mentionner l'éther, à la même époque, dans cette même Allemagne, où l'interdiction a commencé en 1920, apparaît le groupe Vril, organisé par la médium et contactrice Maria Orsic. Le groupe d'Orsic a créé une machine à antigravité. Nous avons commencé à nous pencher sur la question, et nous avons réalisé que l'utilisation du Vril est une autre façon de modifier les conditions dans lesquelles l'antigravité se produit. Maria Orsic est une médium et une contactrice de renommée. En 1919, Orsic a organisé, en Allemagne, une équipe appelée Vril, composée de jeunes filles médiums, partageant les mêmes idées. Au cours de leur pratique méditative, elles ont reçu des informations, dans l'ancienne langue sumérienne, selon elles, de la part d'êtres extraterrestres du système d'Aldébaran. À la suite de ces contacts, le groupe Vril a accumulé une énorme quantité de données précieuses à partir desquelles il a ensuite construit 8 modèles d'engins volants. La force de levage y était créée par des disques en rotation rapide, par conséquent, ces véhicules avaient une forme de cloche, celle de la fameuse soucoupe volante. Ils ne pouvaient être contrôlés que par une femme pilote, à distance, depuis la Terre, et grâce à l'énergie Vril. Les premiers essais, menés par des investisseurs privés en 1922, se soldent par un échec. L'appareil fut mis en pièces. Les travaux se poursuivent. Fin 1944, les ingénieurs du Troisième Reich testent avec succès le 7e modèle, dont la conception a été considérablement améliorée. Le vaisseau a volé pendant 55 minutes, atteignant une vitesse de 300 000 km/h. Cependant, un choc attendait tout le monde. À son retour, la coque du vaisseau avait vieilli, comme si des centaines d'années s'étaient écoulées depuis sa construction, et beaucoup de ses composants étaient endommagés. Maria a expliqué qu'il s'agissait d'une conséquence des vitesses élevées. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les SS s'intéressent de très près à ce projet, qu'ils considèrent comme un nouveau type d'arme. C'est ce qui a poussé Maria à saboter le projet. Elle a signalé que la conception présente un défaut qui doit être corrigé, après quoi la machine est envoyée dans un hangar à Munich. Maria a disparu, sans laisser de traces, avec l'équipe Vril, en mars 1945, à Berlin. On suppose que le 8e modèle de la machine volante, Vril 8, a été achevé, et que les filles se sont déplacées avec dans le système d'Aldébaran. Pour ajouter de l'huile sur le feu, Maria a envoyé une lettre, datée du 11 mars 1945, à tous les membres de la société Thulé, où elle travaillait à l'époque. Le texte de la lettre se termine par ces mots. Il ne reste plus personne ici. Il semble que notre arsenal d'outils, grâce auxquels les conditions de manifestation de l'antigravité peuvent être créées, ait été complété par un autre outil, la force Vril. Pour en savoir plus sur cette force, qui n'est autre que la monnaie universelle de l'univers, référons-nous à l'extrait d'une émission avec la participation du très estimé Igor Mikhailovich Danilov.
Si nous prenons cette société Vril en particulier, est-ce que les informations qu'ils ont reçues sont des informations qu'ils ont achetées au système, ou est-ce qu'il y a un lien avec les extraterrestres? Bien sûr. Et maintenant, Tatiana a dit l'essentiel. Ils achetaient la connaissance qu'ils obtenaient, les plans et plus encore, en les payant avec de la latte, le convertissant en anti-alate. Il s'agit, disons, d'un fonds d'échange très précieux, ou plus précisément, de la monnaie la plus précieuse de l'univers. Igor Mikhailovitch, est-ce de la magie, ou pas? Non, ce n'est pas de la magie. Toute magie est basée sur l'anti-alate, disons-le ainsi. Mais il y a une énorme différence. Là, elles travaillaient en groupe, en utilisant certaines pratiques. Les pratiques qu'elles utilisaient venaient du Tibet et du Japon. En d'autres termes, les techniques et les méthodes qu'elles ont utilisées pour parvenir à ce résultat venaient des organisations des chapeaux jaunes et du dragon vert, pour ainsi dire. Mais si nous traduisons cela en termes financiers, ce serait comme si elles utilisaient deux banques, disons, pour payer ce qu'elles recevaient. Intéressant. Elles payaient donc, de leur vie, les informations qu'elles recevaient. Eh bien, c'est juste pour. Et voici ce qui est également intéressant, Igor Mikhailovitch, c'est que cette société Vril, en principe, lorsqu'elle s'entraînait, disons, lorsque le groupe travaillait, ces membres de la société Vril, ils avaient des pratiques dirigées sur la concentration de l'attention. Et il est intéressant de noter qu'ils pouvaient contempler longuement une feuille, un bourgeon d'arbre, ou, en général, ils devaient activer à distance, et par la force de la pensée, les forces vitales de cette graine. Ce sont des techniques spéciales. Des techniques spéciales, grâce auxquelles elles ont appris à investir correctement leur attention. C'est intéressant, en vérité. En 1945, toutes les traces du groupe Orsic et les résultats de son travail disparaissent. Que se passe-t-il ensuite? Où pouvons-nous trouver d'autres preuves de l'existence de phénomènes d'antigravité, ou du moins, des indices, sur la manière de créer les conditions dans lesquelles ces phénomènes se produisent? Nous avons trouvé un indice de l'étape suivante, dans la mention de la correspondance de Maria Orsic avec Nikola Tesla. Malheureusement, il n'y a qu'une mention au sujet de cette correspondance. Elle est toujours classée « secrète », comme tous les autres travaux de Tesla sur l'antigravité. Toutefois, nous avons réussi à découvrir quelque chose. En 1911, le New York Herald Tribune publie une interview de Tesla, dans laquelle il déclare: Ma machine volante n'aura ni aile, ni hélice. Vous pouvez la voir au sol, et vous ne devinerez jamais qu'il s'agit d'un véhicule volant. En revanche, elle pourra se déplacer dans les airs, dans n'importe quelle direction, en toute sécurité. La preuve suivante, de la poursuite des travaux de Tesla sur l'antigravité, nous est parvenue dans les archives d'une conférence, donnée le 12 mai 1938, au Board of Immigrant Charity. Dans cette conférence, Tesla annonce qu'il est en train de finaliser la théorie dynamique de la gravité et qu'il la présentera très bientôt au monde entier, une fois les développements secrets achevés. La théorie dynamique de la gravité prétendait être une théorie unifiée de tout, reliant tous les types d'interactions connus à ce jour. William Lane, un chercheur scientifique américain, qui a étudié la biographie et les écrits de Tesla, décrit dans son livre The Occult Physics of the Ether, en français, La physique occulte de l'éther, la situation absurde, qui se trouve autour de la théorie dynamique de la gravité. Tesla ne l'a jamais publiée, dans sa forme complète. Après sa mort, tous les documents relatifs à cette théorie ont été classés, et sont encore aujourd'hui conservés dans les archives gouvernementales. Lorsqu'en 1979, William Lane a demandé expressément ces documents au National Security Research Center du Laboratoire national de Los Alamos, l'accès lui a été refusé. Et l'existence des documents a été reconnue. L'ironie est que le même jour, William a trouvé dans le domaine public un diagramme d'une bombe à hydrogène. Que peuvent bien contenir les documents de Tesla, de 1943, s'ils sont plus secrets que le schéma de la bombe à hydrogène? William Lane ajoute ce qui suit: Werner von Braun, célèbre concepteur de fusées et d'engins spatiaux, né en Allemagne, a mené entre 1934 et 1938, avec le soutien de Nikola Tesla,
une série de projets secrets de soucoupes volantes, basés sur un effet électrique gravitationnel. Ces projets portaient le nom de code P2. On ne sait pas si c'était réellement le cas. Après tout, Nikola était connu pour ses opinions pacifistes et ne pouvait pas volontairement remettre ses développements les plus importants à l'Allemagne nazie. Il est toutefois notoire que Tesla a officiellement conseillé la société allemande Telefunken, spécialisée dans la fabrication d'équipements radio. Ces contacts, avec les représentants de l'entreprise, ont duré de nombreuses années, à partir de 1911. Une autre histoire, concernant le coffre-fort de Nikola Tesla, est restée dans le brouillard. Sava Kozanovich, le neveu de Tesla, est arrivé dans sa chambre d'hôtel new-yorkaise le lendemain de sa mort. En examinant le contenu du coffre-fort de la chambre, il fait remarquer au personnel présent que des documents importants et un carnet noir, contenant des notes sur un projet gouvernemental, avaient disparu. Suite à cela, le FBI a voulu arrêter Kozanovich, l'accusant d'avoir forcé le coffre-fort et volé des documents. Cependant, des témoins ont confirmé que le neveu de Tesla n'avait pris aucun document. Par la suite, le FBI a pris une mesure peu explicite, il a refusé de traiter le dossier de Tesla et l'a confié à l'Office of Foreign Property, l'Office des biens étrangers. Tous les biens de Tesla ont été transférés dans une chambre forte du gouvernement, dont l'accès a été fermé. Il ne fait aucun doute que le FBI s'intéressait aux travaux de Tesla, qu'il le suivait, et qu'il ne pouvait que participer au tri de ses archives. Il est probable que des représentants du FBI aient réussi à le faire avant l'arrivée de Kozanovich dans la chambre de Tesla. C'est pratiquement toute l'information dont nous disposons aujourd'hui sur les travaux de Tesla dans le domaine de l'antigravité. Il est vrai qu'il existe encore des témoins oculaires qui affirment avoir vu sa machine antigravitationnelle en vol. Dans le livre Lost Science, Jerry Vasilato cite un témoignage oculaire selon lequel Tesla a effectivement utilisé cette technologie. Ils le décrivent ainsi: Tesla a été vu debout sur une plateforme entourée d'une couronne violette à 9 mètres au-dessus du sol. L'appareil comportait une petite bobine au sommet et était entièrement recouvert d'une plaque de cuivre lisse à la base. La profondeur totale de la plateforme était d'environ 60 cm, avec de nombreux composants. Tesla montait sur la plateforme, se tenait devant le panneau de commande et se retrouvait entouré d'une couronne d'étincelles blanches. À mesure que l'on s'éloignait du sol, des étincelles supplémentaires apparaissaient, formant souvent un arc avec la clôture métallique. Tesla se déplaçait, de manière à éviter les nombreuses clôtures métalliques situées en dessous de la plateforme. On dit que Tesla aimait souvent flotter dans l'air nocturne, pendant plusieurs heures, chaque nuit. Mais les travaux de Tesla, sur l'antigravité, ne s'arrêtent pas là. En 1925, il rencontre par hasard Otis Carr. Tesla reconnaît en cet homme un véritable ingénieur et partage beaucoup avec lui. Il faut rendre hommage à la clairvoyance de Tesla, car Otis travaillait à l'époque comme simple employé dans un hôtel de Manhattan, où séjournait le célèbre inventeur. Cette rencontre a complètement changé le destin de Carr. Leur amitié a duré jusqu'à la mort de Nikola Tesla. En 1947, Otis Carr a achevé la mise au point d'un engin volant fonctionnel en forme de soucoupe. À la fin des années 1950, il a construit plusieurs autres machines volantes. Selon Carr, tout véhicule accéléré, pour tourner autour d'un axe par rapport à sa masse inertielle d'attraction, est immédiatement activé par l'énergie cosmique libre et agit comme une force indépendante. En 1959, Carr a reçu le brevet américain numéro 2, 912-244, pour la conception du vaisseau spatial OTC-X1. Bien que l'Office américain des brevets ne reconnaisse pas depuis de nombreuses années l'idée des engins à mouvement perpétuel,
et que l'appareil de Carr utilise précisément ce principe, le brevet lui a été accordé. Ralph Ring, technicien talentueux et innovateur, qui a travaillé avec Carr sur ses machines volantes, a souligné que la clé pour comprendre les principes de l'antigravité était de travailler avec la nature. Ring avait insisté, la résonance. Il faut travailler en coopération avec la nature, pas contre elle. Il décrit comment les disques du modèle sont mis en mouvement, et lorsqu'une certaine vitesse de rotation est atteinte, un effet intéressant se produit, le métal devient comme de la gelée. On pouvait y enfoncer le doigt. Il a cessé d'être solide. Il s'est transformé en une autre forme de matière, comme s'il n'était pas entièrement présent dans cette réalité. C'est inimaginable, l'une des sensations les plus étranges que j'ai jamais ressenties. Cependant, comme c'est généralement le cas pour les inventeurs dont les découvertes pourraient libérer l'humanité, Carr a été reconnu coupable en 1960 d'avoir vendu des actions non enregistrées. En janvier, il est accusé de fraude. Et en 1961, des agents des services secrets se présentent à la porte de Carr. Dans une interview que nous connaissons déjà, Ralph Ring raconte l'histoire comme suit. Ils sont entrés avec leur équipement de raisonnement et ont dit « Maintenant, vous allez vous taire ». Et lorsque nous avons demandé pourquoi, ils ont répondu « Parce que vous menacez d'effondrer le système monétaire des États-Unis d'Amérique. » C'était ça l'astuce. Et nous allons tout confisquer. Ils ont pénétré dans les bureaux et le laboratoire et ont commencé à saisir tout ce qui leur tombait sous la main. Finalement, Otis Carr a été condamné à 14 ans de prison et son laboratoire a été détruit. L'essence d'une expérience physique est de questionner la nature, et non de lui dicter sa propre opinion, même une opinion très intelligente et originale. Nous avons donc découvert que pour créer des conditions qui annulent l'effet de la gravité, on peut utiliser des phénomènes de résonance électrique et sonore, et que l'antigravité peut également être créée par la conscience humaine, ainsi que par la force de l'attention humaine. Mais ce n'est pas là tout l'arsenal des moyens que nous avons découverts. La création de dispositifs artificiels permettant de réduire ou de rediriger complètement les forces gravitationnelles à l'échelle locale est réelle, si l'on se réfère à l'expérience de la nature dans les tornades. On connaît des cas où des tornades ont aspiré des puits d'environ 10 mètres de profondeur jusqu'au fond, des lacs et des marais avec toute leur faune et leur flore ont été complètement asséchés, de petits bâtiments et du bétail ont été soulevés et transportés. Tout cela ne peut être attribué aux seules forces aérodynamiques. Il est à noter que les tornades génèrent de puissants champs électromagnétiques, y compris des émissions de micro-ondes, qui apparaissent bien avant la formation d'un orage. C'est cette circonstance qui peut servir de base à tous les dispositifs antigravitationnels. Le champ électromagnétique sous forme d'entonnoir induit un tourbillon d'éther centripète, conduisant à l'antigravité. C'est ce qu'a écrit Leonid Ivanovitch Ilchenko, candidat en sciences techniques, professeur associé à l'Université technique de l'industrie de pêche à Vladivostok, en Extrême-Orient, dans son ouvrage intitulé La nature des forces gravitationnelles, de l'inertie et du mouvement des planètes. Les tourbillons. Que savons-nous de ce phénomène? Tout le monde a déjà vu, haut dans le ciel, des traînées blanches s'étirer derrière les turbines des avions. Debout sur la poupe d'un navire, on peut aussi observer la trace laissée par la quille du bateau, et comment les tourbillons d'eau créés par les hélices gonflent la surface de l'eau, ou encore suivre les anneaux de fumée dégagés par un fumeur. Il s'agit là d'exemples de mouvements tourbillonnaires, dont traite l'aérodynamique. L'aérodynamique est une science qui résout des problèmes importants, qu'il s'agisse de la conception des pales de turbines, des pales d'hélices de navires ou des profils d'avions, de navires et de machines se déplaçant à grande vitesse. Un très grand nombre de scientifiques travaillent dans ce domaine, mais aucun d'entre eux n'a déclaré de manifestation d'antigravité dans les phénomènes tourbillonnaires. À l'exception d'un homme qui n'était pas un scientifique. Le garde forestier autrichien Victor Schauberger, en observant le mouvement de l'eau dans les ruisseaux, a découvert les propriétés extraordinaires des tourbillons d'eau,
et a créé de nombreux dispositifs fonctionnels basés sur son invention. Les découvertes de Victor Schauberger auraient pu offrir à l'humanité de toutes nouvelles sources d'énergie. Ses travaux ont renversé certains des principes de l'hydrologie, de l'évolutionnisme et du darwinisme, et sont allés bien au-delà de ce que les gens savaient de l'eau. En observant la nature, Schauberger a construit un moteur qui utilisait le principe d'une tornade atmosphérique. Le premier modèle ne nécessite rien d'autre que de l'eau pour fonctionner, et il a été conçu dès 1921. Le 14 août 1936, Schauberger écrit dans son journal « Je suis confronté à un possible vide, l'espace comprimé dématérialisé, que nous appelons habituellement le vide. Je me rends compte qu'il est possible de créer quelque chose à partir de ce rien. » Peu de gens connaissent un autre aspect méconnu de la vie de Schauberger, son travail pour le Troisième Reich. Hitler lui-même s'est intéressé aux travaux de Schauberger et lui a proposé de collaborer à d'autres développements. Mais l'inventeur avait refusé, ce qui a produit de tristes conséquences pour lui. En 1938, il est déclaré recherché, il est capturé, puis placé dans un hôpital psychiatrique, d'où il est transféré dans les laboratoires du Troisième Reich. C'est là que Schauberger a créé le moteur repulsant A, qui a explosé lors des essais, et le moteur repulsant B, qui aurait été utilisé dans les soucoupes volantes nazies. Schauberger a décrit la technologie de la lévitation comme suit. Si l'on fait bouger l'eau, ou l'air, en spirale cycloïdale, sous l'action de vibrations à grande vitesse, on obtient une structure d'énergie ou de matière fine de haute qualité, qui lévite avec une force incroyable, entraînant derrière elle le corps du générateur. Dès l'après-guerre, les Américains ont offert à Schauberger 3 millions de dollars, pour qu'il révèle le secret de son disque volant, et surtout de son moteur explosif. Mais il répond que rien ne peut être rendu public tant qu'un accord international sur le désarmement complet n'est pas signé, et que sa découverte n'appartienne à l'avenir. Mais les Américains ne renoncent pas à percer le secret de son invention. Le 1er juillet 1958, à l'invitation de ses partenaires américains, Victor Schauberger s'envole pour Dallas. Le projet doit être réalisé au Texas, avec le soutien d'un riche financier américain. Les appareils de Schauberger devaient être construits dans de grands ateliers d'usine. Mais il n'en est rien. Le matériel en provenance d'Autriche arrive avec 2 mois de retard, certains équipements sont endommagés et d'autres manquent. Le projet texan n'a donc abouti à rien. Quelle est la raison de cet échec? De toute évidence, personne ne voulait mener le projet à bien. Pour couronner le tout, Schauberger a été contraint de signer un contrat, par lequel il cédait toutes ses idées, ses brevets et ses réflexions au consortium américain, simplement pour pouvoir rentrer chez lui en avion. Victor Schauberger meurt 5 jours après son retour. Dans une lettre écrite juste avant sa mort, Victor Schauberger remarque amèrement « La science dans son ensemble, avec tous ses acolytes, n'est rien d'autre qu'une bande de voleurs, qui sont tirés par des ficelles, comme des marionnettes, et forcés de danser sur n'importe quel air que révèle leur maître d'esclaves bien caché derrière la nécessité. » Comme vous pouvez le constater, les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui s'opposent désespérément à l'idée que l'antigravité devienne omniprésente. Tous les scientifiques, qui s'intéressent à des questions dépassant le dogme scientifique, se heurtent à l'obstacle de l'environnement scientifique et commercial officiel. Mais aujourd'hui, le nombre de publications et de dispositifs antigravitationnels en état de marche augmente comme une avalanche. Il est évident que le jour où le barrage des interdictions officielles sur la recherche antigravitationnelle sera brisé n'est pas loin. Cela signifie que nous devrons reconsidérer les fondements dogmatiques érigés lors du Congrès des scientifiques allemands en 1920. Mais revenons à notre étude des conditions dans lesquelles se produit l'effet d'antigravité. Victor Schauberger a découvert qu'un milieu dense, qu'il s'agisse d'air ou d'eau, crée, au cours de son mouvement de rotation le long d'une cycloïde, des structures d'énergie ou de matière fine de haute qualité invisibles.
La rotation du milieu est peut-être la principale condition de l'émergence de l'antigravité. John Roy Robert Searle est né le 2 mai 1932 à Wantage, en Angleterre. Dans les années 1940, il travaille comme ingénieur électricien chez Rewind à Londres. En faisant des expériences avec des rouleaux magnétisés, roulant sur la surface d'un anneau magnétique, John Searle a remarqué qu'il y avait une tension à leurs extrémités opposées, même à des vitesses relativement faibles. Il attribue cette chute de potentiel à la rotation des électrons libres. Searle s'est demandé comment collecter les électrons libres. Il a trouvé la solution dans un rêve. Il a rêvé plusieurs fois d'un carré magique. Un jour, Searle s'est rendu compte que c'était le principe qui sous-tendait le placement des aimants dans son installation. Searle décide de construire un appareil basé sur ce principe. Il demande l'autorisation d'utiliser les installations et les ressources techniques de l'entreprise pour fabriquer son appareil. Une fois tous les composants magnétiques fabriqués, il assemble son premier générateur. Cette opération a lieu en décembre 1946. Robert le nomme le SEG, le Searle Effect Generator, ou générateur à effet Searle. En 1952, sur le même principe, Searle crée un générateur électrique de 90 cm de diamètre avec une rangée de rouleaux magnétiques. Un petit moteur électrique est utilisé pour faire tourner les rouleaux. En testant l'installation, Searle et ses collègues ont été choqués par le résultat. Sous leurs yeux, le générateur, ayant pris de la vitesse, s'est détaché du moteur en accélération et s'est élevé à une hauteur de 15 mètres au-dessus du sol. Le disque se maintenant à cette hauteur continuait à prendre de la vitesse. Une lueur rose, d'air ionisé, est apparue autour de lui. Tous les récepteurs radio situés à proximité ont cessé de fonctionner. Le générateur s'est alors envolé à grande vitesse dans le ciel, et il a disparu dans une direction inconnue. Au fil du temps, Searle a construit et testé plusieurs appareils de ce type, jusqu'à un générateur à plusieurs rangées, d'un diamètre de 9 mètres. Dans de telles installations, l'effet d'antigravité était si puissant et incontrôlable, que de nombreux prototypes ont tout simplement été perdus. Ils ont laissé leur marque sur le sol, sous la forme de grands trous nets apparaissant soudainement. À ces endroits, une partie du sol se soulevait avec l'installation. Si le disque restait trop longtemps au-dessus du sol, celui-ci était brûlé par les courants électriques provenant du générateur. Lorsque des personnes ou des animaux s'approchaient trop près de la machine, des décharges ionisantes étaient ressenties. De 1950 à 1952, John Searle a créé et testé plus d'une douzaine de modèles de disques en lévitation. Il a ensuite appris à contrôler leur accélération. Confiant dans la reconnaissance de la nouveauté de ses découvertes, Searle envoie en 1963 des invitations à la présentation de son modèle de soucoupe volante à la Maison Royale et au plus haut rang ministériel. Mais personne ne répond aux invitations. Puis, en 1967, il se tourne vers les scientifiques britanniques, mais ceux-ci ne font que ridiculiser cet électricien inepte. Comme on dit, il n'y a pas de prophète en son pays. Malgré le snobisme des structures officielles, les informations sur les étonnants appareils de Searle se sont largement répandues dans le pays. Des journalistes de la BBC ont réalisé un documentaire à ce sujet, qui a été diffusé à la télévision. Cependant, le comité local de l'électricité a ensuite accusé John Searle de voler de l'électricité. Les électriciens ne croyaient pas que son laboratoire était alimenté par sa propre source. Le scientifique a été emprisonné pendant 10 mois. Pendant cette période, un étrange incendie se produit dans le laboratoire, mais avant même l'incendie, tout le matériel, les dessins et les inventions mystérieuses ont disparu. La femme du scientifique l'a quitté. En 1983, à 51 ans, John Searle sort de prison, complètement ruiné. Il a pu survivre à tout et repartir à zéro. Peut-être est-ce dû à la dureté de son enfance. 4 ans plus tard, il retrouve des gens qui partagent ses idées. Searle reprend peu à peu ses recherches et commence à parcourir le monde pour donner des conférences. L'entreprise de Searle, SEG Magnetics, est aujourd'hui active en Californie.
Sur son site web, vous trouverez un concept d'appareil compact de 15 kW qui est en cours de développement depuis 2010. L'appareil est assez complexe et se compose de 2124 éléments. La conception est basée sur 3 anneaux de stator et 66 jeux de rouleau. Grâce à l'activisme de John Searle, un autre moyen a été ajouté à notre tirelire, parmi les moyens de modifier les conditions dans lesquelles l'antigravité se manifeste. Les aimants rotatifs. Au cours de ma vie, j'ai révélé mes secrets à plus d'1 million de personnes. Je me demande pourquoi elles ne veulent pas les entendre. Telles sont les remarques de Searle à propos des nombreuses années qu'il a passées à promouvoir ses générateurs sans combustible, aux effets antigravitationnels. La communauté scientifique ne s'intéressait-elle vraiment pas à ces dispositifs extraordinaires qui violent toutes les lois physiques imaginables? Searle a été entendu par les physiciens russes, Vladimir Roshchin et Sergueï Godin. Ils ne se sont pas contentés d'entendre, ils ont voulu comprendre et reproduire ce dispositif étonnant. Pour ce faire, ils ont organisé une rencontre personnelle avec Searle. Cependant, Searle n'a pas révélé les particularités de son appareil. De retour dans leur pays, Roshchin et Godin décident de tout faire par eux-mêmes. En 1990, un groupe de chercheurs de l'Institut d'aviation de Moscou, MAI, a créé un laboratoire de physique technique sur le territoire de l'Institut Mashprom Project. Les travaux ont été financés par des investisseurs privés et ont été menés en étroite collaboration avec l'Institut d'aviation de Moscou dans le département de l'énergie électrique, des systèmes électromécaniques et biotechniques. Roshchin et Godin ont baptisé leur projet Astra. En 1990, une théorie sur l'environnement quantique, dans lequel se forment l'électromagnétisme et la gravité, avait déjà été élaborée. Cette théorie pouvait expliquer les phénomènes qui se produisaient dans les dispositifs de Searle. Il était nécessaire de tester cette théorie dans la pratique. Un dispositif expérimental a été mis en place à la mi-1993. Vladimir Roshchin et Sergueï Godin lui ont donné le nom de convertisseur électromagnétique. Le convertisseur était constitué d'un stator fixe, autour duquel tournait le rotor, sur lequel étaient fixés des rouleaux magnétiques. Le diamètre du système magnétique du corps de travail du convertisseur était égal à 1 mètre. La masse de l'unité était de 350 kg. Il était fixé sur une plateforme mobile, avec un moteur d'accélération, et à la périphérie se trouvaient des bobines pour l'extraction de l'électricité utile. Plusieurs lampes électriques, de 1 kW, ont été utilisées comme charge. L'installation a produit un certain nombre de résultats qui ne cadrent pas avec les concepts scientifiques modernes. Le plus impressionnant est la réduction du poids de 50%. Et ce, pour une masse de 350 kg. Le vecteur de poussée dépend du sens de rotation. En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, la poussée est créée contre la gravité et l'installation perd du poids, tandis qu'en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le poids augmente. Selon les auteurs de l'installation, à partir d'un régime de plus de 500 tours par minute, l'autorotation commence. Cela signifie que la machine ne consomme plus d'énergie, il faut même la freiner fortement pour qu'elle ne se désagrège pas. Pour ce faire, le rotor a été branché sur un générateur, d'une puissance allant jusqu'à 7 kW, ce qui provoque le freinage. Lorsque la machine fonctionnait dans une pièce sombre, on a observé autour d'elle une couronne de décharge, sous la forme d'une lueur rose bleutée, et une odeur caractéristique d'ozone. Une autre anomalie a été l'apparition d'étranges murs magnétiques verticaux, autour de la machine, à une distance allant jusqu'à 15 mètres. Il s'agit de zones de champ magnétique renforcées, à l'intérieur desquelles la température de l'air a baissé de 8 degrés Celsius. La distance entre les murs voisins était de 50 à 60 cm, leur épaisseur était de 5 à 8 cm. Ces effets ont commencé à se manifester à partir de 200 tours par minute et ont augmenté de façon linéaire à mesure que le nombre de tours augmentait. On pense que la baisse de température s'explique par une chute de pression adiabatique de l'air due à la diminution de la gravité entre les molécules d'air à l'intérieur des parois magnétiques. Des expériences ont été menées pendant une courte période, jusqu'à ce que le laboratoire soit fermé à l'automne 1993, en raison de problèmes financiers des investisseurs. Cette fermeture a entraîné la perte des locaux du laboratoire et la destruction de l'installation.
Entre 1993 et 1999, Rothschild et Godin ont tenté de trouver un financement pour la reconstitution du laboratoire auprès de diverses agences gouvernementales, allant de l'Académie des sciences au Conseil de sécurité. Mais ces structures n'ont fait preuve d'aucune compréhension, ni d'aucun soutien. Apparemment, Rothschild et Godin ont pénétré en terra incognita lors de leurs expériences avec leur installation. Sous l'influence du disque rotatif équipé d'aimants, les propriétés de l'espace, dans lequel se sont déroulées les expériences, ont changé. Le mouvement de rotation et le champ magnétique ont en quelque sorte modifié les conditions, et l'antigravité est apparue. On pourrait dire que la structure même de notre espace interagit avec les champs magnétiques en rotation. Otis Carr, John Searle, Rothschild et Godin n'étaient pas seuls dans leur quête. Un groupe de chercheurs, dirigé par Alexander Berezhny, a rencontré un phénomène similaire. En faisant tourner un disque métallique. À une certaine vitesse, le disque en rotation a montré des effets similaires, il a affecté la gravité. Les scientifiques ont appelé cet effet l'effet cortège. L'effet anormal de la perte de poids a été prédit et confirmé expérimentalement en 2003 par Alexander Borisovitch Berezhny, candidat aux sciences techniques, chef d'un laboratoire. Berezhny a donné à cet effet le nom de cortège, abréviation russe de l'expression tourniquet électronique toroïdal court-circuité. L'effet se manifeste lorsqu'un disque métallique est porté à une vitesse de rotation élevée, avec une accélération constante. À un certain moment, un arc de décharge circulaire s'enflamme sur tout son périmètre. Il ressemble à un tourbillon de plasma lumineux qui commence à se détacher de la surface du disque et à exister de manière autonome. Ce phénomène s'accompagne d'une augmentation du champ magnétique autour de l'unité, ce qui libère de grandes quantités d'énergie et entraîne une perte de poids, pouvant aller jusqu'à la lévitation. Les premiers résultats ont donné une force de levage impressionnante de 10 kg. Lors d'expériences ultérieures, en 2005, un disque de fibre de verre recouvert sur les deux faces d'un supraconducteur de haute température, de l'oxyde d'yttrium, barium, cuivre, a été utilisé. Les ticondes sont des céramiques spéciales qui contiennent du titane. Ils sont utilisés pour les condensateurs à haute fréquence. Parmi les ticondes, on distingue le rutile, la pérovskite et le titanate de strontium. Dans des conditions normales, l'apparition de l'effet nécessite une vitesse de rotation importante, proche de la destruction du disque. Celle-ci est de l'ordre d'un demi-million de tours par minute. Mais grâce à un certain nombre de solutions techniques, l'auteur a réussi à la réduire à un niveau acceptable de 7000 tours par minute. L'une de ces solutions est le refroidissement du disque. Plus sa température est basse, plus la vitesse de rotation nécessaire à l'allumage du vortex de plasma et à l'apparition de la poussée antigravitationnelle est faible. Les installations basées sur ce principe peuvent être utilisées comme moteur sur n'importe quel avion, sans nécessiter un seul gramme de carburant. Il s'agit en fait du même générateur sans combustible. De plus, la capacité énergétique spécifique d'une telle machine est tout simplement stupéfiante. Un générateur basé sur l'effet cortège, pesant seulement 1 kg, peut fournir une puissance de sortie de 1 MW. Bien que l'effet ait été confirmé expérimentalement, à plusieurs reprises, les demandes soumises pour la découverte ont été rejetées. Le projet a ensuite fait l'objet d'une forte opposition lors de la phase de recherche d'investisseurs. Une lettre anonyme, discréditant le projet, a été diffusée dans les milieux scientifiques et auprès des autorités. En 2005, le terrain d'expérimentation scientifique, construit aux frais des participants, a été retiré à l'équipe. Plus nous nous penchons sur cette question, plus il devenait évident que le mouvement de rotation modifie les propriétés de l'espace et affecte sa structure à un niveau fondamental. Nous sommes donc arrivés encore plus près pour comprendre la structure de la matière, ce qui signifie que les clés du contrôle total sur la nature inanimée pourraient bientôt se retrouver entre nos mains. Mais comme toujours, dans le format de consommation, le scénario de développement des événements, autour des découvertes révolutionnaires, est à peu près le même, d'abord l'opposition, et le discrédit, puis l'ignorance, et le silence, et enfin, l'oubli.
Imaginez, vous avez un générateur de 1 MW sur votre bureau. À titre de comparaison, la prise de courant de votre appartement produit 200 fois moins d'énergie. Alexander Berezhny a découvert l'effet cortège à température ambiante. Le disque est entré dans un état de supraconductivité, avec l'apparition d'un champ magnétique superpuissant et d'une poussée antigravitationnelle. La liste des chercheurs, qui ont été confrontés à la manifestation de l'antigravité en étudiant des disques tournant dans un champ magnétique, ne s'arrête pas là. 10 ans avant Berezhny, l'antigravité a été découverte accidentellement par les chercheurs du groupe d'Eugène Podkletnov à cause de l'addiction de ses employés au tabac. En 1992, le scientifique russe, Eugène Podkletnov, qui travaillait alors en Finlande, à l'Institut de technologie de Tampere, a découvert, par hasard, un effet inhabituel de protection contre la gravité. Par la suite, cet effet a été baptisé en son honneur. Ce jour-là, Podkletnov travaillait, comme d'habitude, sur un dispositif comportant un disque supraconducteur, tournant dans un champ magnétique, à très basse température. Le disque était refroidi par de l'azote liquide. Lorsque l'un des employés qui fumait dans le laboratoire a dégagé une nouvelle portion de fumée, Eugène a remarqué qu'au-dessus du disque en rotation, la fumée prenait la forme d'une colonne verticale. En examinant la nature de ce phénomène, il a constaté que la charge testée, placée au-dessus de l'installation, perdait 2% de son poids. De plus, ce même schéma se maintenait à l'intérieur de la colonne, même si l'on monte avec la balance de quelques étages. L'effet d'antigravité a été minutieusement étudié et vérifié par des physiciens. Un article présentant les résultats de ces études a été accepté dans une revue anglaise réputée, mais avant même d'être publié, le travail a suscité une réaction extrêmement négative dans la communauté scientifique, avec la mention « sensationnalisme douteux ». En outre, l'effet obtenu n'a pas pu être reproduit dans d'autres laboratoires du monde pendant un long moment, dû à la nature très exigeante du dispositif, dont l'élément principal est un disque supraconducteur en céramique, d'un diamètre assez important de 12 pouces, et d'une composition chimique spécifique, de l'oxyde d'yttrium, barium, cuivre. Cependant, malgré le scepticisme des milieux scientifiques, la découverte de Podkletnov a suscité un grand intérêt de la part de l'Agence aérospatiale américaine, de la NASA, avec laquelle coopérait déjà à l'époque le chercheur d'origine chinoise, Ning Li, de l'Université d'Alabama. Indépendamment du scientifique russe, Ning Li a également démontré des résultats prometteurs pour la création d'un champ gravitationnel, capable de repousser ou d'attirer la matière à l'aide de supraconducteurs en rotation rapide. Depuis la seconde moitié des années 1990, la NASA gère déjà officiellement, et ouvertement, une unité de recherche, Breakthrough Propulsion Physics, qui mène notamment des recherches sur l'antigravité, et qui s'emploie actuellement à reproduire fidèlement les travaux de Podkletnov. Il est également intéressant de noter qu'en 2000, un projet similaire sur l'antigravité a été annoncé et financé par la société britannique British Aerospace System, une division de projets spéciaux de recherche Green-Glow. Podkletnov a obtenu de meilleurs résultats en modifiant la vitesse de rotation du disque. La nécessité d'une accélération est également mentionnée par Berezhny. Cela confirme une fois de plus l'existence de l'effet. Par la suite, Eugène Podkletnov a mené de nombreuses autres expériences sur l'antigravité. L'une d'entre elles n'a tout simplement pas d'équivalent dans le monde en termes d'importance. Un autre dispositif créé par Podkletnov était une installation sans pièce mobile. Il s'agit d'un générateur de gravité à impulsion. Au cours de l'expérience, une décharge d'1 million de volts a frappé une cible supraconductrice. Il en est résulté une onde de perturbation gravitationnelle, le long de la ligne de décharge, qui s'est propagée sur une grande distance, sans pratiquement aucune perte. Son impact était si fort, qu'à une distance de plus d'1 kilomètre, elle a détruit un mur de briques. Selon Podkletnov, un tel choc est théoriquement capable de vaporiser tout objet se trouvant sur sa trajectoire. Aujourd'hui, les travaux sur de tels générateurs se poursuivent dans plusieurs pays. Par exemple, la société Boeing, dans un article daté du 1er août 2002, paru dans la revue Rocket Science, a indiqué qu'à une décharge de 2 MV, la cible reçoit un coup d'une force de 1 kg.
Bien que Boeing destine officiellement ses recherches à la recherche d'une poussée antigravité pour ses avions, il ne faut pas s'étonner si les militaires disposent, soudain, un jour, d'une arme basée sur ce principe. Dans le format de consommation, il ne peut en être autrement. Toute technologie avancée arrive toujours en premier dans les mains des militaires. Dans le format consommateur, les gens sont sacrifiables. C'est pourquoi il est très bon que ces technologies soient fermées, sinon il vaut mieux ne même pas y penser. Mais revenons à ces expériences très intéressantes. Si vous avez été attentif, le générateur de gravité à impulsion de Podkletnov ne comporte aucune pièce mobile. L'onde de choc résulte de l'impact d'une impulsion, à haute tension, puissante et nette, sur les terres. Nous disposons ainsi d'un autre outil pour modifier les conditions dans lesquelles l'antigravité se manifeste. Dans ce cas, les conditions sont modifiées au moyen d'impulsions électromagnétiques de choc. Podkletnov et Boeing ne sont pas les seuls à s'être engagés dans cette voie. Parlons d'un autre scientifique au destin tragique, qui s'est engagé sur la voie de l'étude de l'antigravité. L'académicien Gennady Fyodorovitch Ignatiev, concepteur en chef du Bureau central d'études géophysiques, lauréat du prix d'État russe, a passé les dernières années de sa vie à enseigner la physique à l'université de Krasnoïarsk. Il y a créé son propre laboratoire. D'après lui, il aurait réussi à reproduire presque toutes les expériences de Nikola Tesla. Gennady Fyodorovitch s'est fait connaître dans les milieux scientifiques grâce à la découverte de l'effet pondéromoteur et à la mise au point, sur cette base, d'un moteur spécial pour un pondéroplane, un appareil permettant de voler dans l'espace, selon le principe de l'interaction des forces électromagnétiques et gravitationnelles. Cependant, Ignatiev lui-même a affirmé que cet effet avait été décrit dans les travaux de l'académicien Igor Yevgenyevitch Tamm, membre de l'Académie des sciences de l'URSS et lauréat du prix Nobel. En 1996, peu avant sa mort, Ignatiev a publié un rapport sur son système de propulsion expérimentale d'une poussée calculée de 60 newtons. Il s'agissait d'un système de 4 circuits oscillants, qui crée un champ électromagnétique rotatif. Extérieurement, il ressemblait à 4 bobines de Tesla, combinées dans un système en forme de croix équilatérale, dont la taille était de 4 mètres sur 4. Le principe du champ tournant dans le système de propulsion n'était pas réalisé par une rotation physique, mais par un glissement des faces des champs générés par chacune des 4 bobines. Elle fonctionnait à une fréquence de 80 kHz. En cette même année 1996, Gennady Fyodorovitch a développé un projet de machine volante d'un diamètre de 40 mètres et d'une force de levage de plus de 300 kg. Selon lui, ce propulseur pourrait être utilisé dans des vaisseaux spatiaux, susceptibles d'atteindre des vitesses très élevées à l'avenir, en se déplaçant sans avoir recours à la combustion classique de carburant. En théorie, il pourrait atteindre la vitesse de la lumière. Son entourage connaissait Ignatiev comme un individu fort et déterminé, difficile à arrêter ou à faire dévier de son chemin. Mais à la fin de sa vie, il subit une tragédie personnelle, la mort de ses 2 enfants. La fille de Gennady Fyodorovitch, employée dans l'un des instituts scientifiques de Novosibirsk, l'aidait activement. Elle est morte tragiquement, dans des circonstances mystérieuses, alors qu'elle transportait les documents de son père de Novosibirsk à Moscou. Elle est morte de froid dans sa propre voiture. Soudain, en août 1992, le fils du scientifique se suicide. Pour couronner le tout, en 1993, le professeur a été démis de toutes ses fonctions. Il écrit des lettres pour rétablir la justice et se faire aider au financement des développements scientifiques, mais ne reçoit aucune réponse. Son départ de son bureau d'études et l'absence de financement pour la mise en œuvre de ses idées audacieuses en matière d'ingénierie lui ont été fatales. Il a été victime d'une 2e attaque cérébrale. Comme vous le voyez, dans la société de consommation, les scientifiques qui font de brillantes découvertes se retrouvent en marge de la science officielle. L'engrenage de la physique dogmatique réduit les dissidents en poussière. Notre héros suivant a eu plus de chance. Les questions relatives à la gravité occupaient l'esprit non seulement des physiciens professionnels, mais aussi des entomologistes,
comme le célèbre Viktor Stepanovich Grebennikov. Paradoxalement, Grebennikov est aujourd'hui connu, non seulement comme un scientifique qui a apporté une contribution scientifique importante à l'étude des insectes, et rédigé plus de 150 articles scientifiques, mais aussi comme l'inventeur de la plateforme antigravitationnelle. Cette plateforme antigravitationnelle intrigue les inventeurs autodidactes depuis plus de 20 ans. Certains affirment en avoir déjà créé une réplique, tandis que d'autres continuent d'étudier les travaux de Grebennikov, dans l'espoir de percer le secret de l'effet des structures en cavité qu'il a découvert, qui est à la base de la machine antigravitationnelle. Viktor Stepanovich Grebennikov était un entomologiste et apiologue russe, un artiste peintre animalier, un spécialiste de l'élevage et de la conservation des insectes, ainsi qu'un écrivain. Écologiste honoré de Russie, il est membre de l'Association internationale des chercheurs sur les abeilles, ainsi que de l'Union sociale écologique et de la Fondation écologique de Sibérie. Grebennikov a été initié au phénomène des structures en cavité par les abeilles sauvages halictes. Une fois, en 1983, au cours de ses recherches sur le terrain, il a essayé de passer la nuit dans la steppe au-dessus d'une falaise d'argile, parsemée de terriers de ces grandes abeilles avec de nombreux passages et chambres. Mais il ne put s'endormir, car sont apparus subitement de nulle part, des battements accélérés de son cœur, des éclairs dans ses yeux, et un goût galvanique dans sa bouche, qui ne lui ont pas permis de s'endormir. Les sensations désagréables disparurent, dès qu'il s'éloigna de 5 mètres de la ville des abeilles souterraines, ce qui permit à Grebennikov de comprendre que c'étaient les habitations des abeilles qui étaient à l'origine de l'effet. Ayant ramené chez lui plusieurs vieux nids d'abeilles avec des alvéoles, Viktor Stepanovich les plaça dans un bol. En approchant sa main, il a ressenti une chaleur inhabituelle, et en penchant son visage, il a ressenti la même chose qu'au-dessus de la ville des abeilles dans la steppe, l'impact d'un champ inconnu. D'autres expériences menées par Grebennikov ont démontré que les nids d'abeilles naturels, mais aussi les cavités artificielles en plastique, en papier, en métal ou en bois, font un effet similaire. Sa force varie en fonction de la taille, de la forme, du nombre et du positionnement mutuel des cavités. En observant un bourdon, qui a trouvé sans équivoque l'emplacement d'un nid, même à travers un mur, Grebennikov a découvert que rien ne bloque l'effet des structures en cavité, le SC. Comme la gravité, il agit sur les êtres vivants à travers le bois, le métal et d'autres barrières. Comme Viktor Stepanovich n'a pas reçu d'éducation spécialisée, il n'a pas consacré beaucoup d'espace à l'explication du phénomène de l'ESC dans ses livres. Le professeur Valentin Fyodorovitch Volotaryov, docteur en sciences physiques et mathématiques, a tenté de le faire en publiant plusieurs articles avec Grebennikov. Selon l'hypothèse de Zolotaryov, la cause de l'effet des structures en cavité est ce que l'on appelle les ondes de matière, générées par tout corps matériel. Le terme « onde de matière » a été introduit en 1924 par le physicien français Louis de Broglie, l'un des pères de la mécanique quantique, qui a prouvé que la matière n'est pas seulement constituée de particules, mais aussi d'ondes. Zolotarev pensait que le mouvement coordonné des électrons dans une structure en cavité, tel qu'un tube, générait des ondes de matière de Broglie. Dans ce cas, la cavité du tube devient un résonateur, une source puissante d'ondes de matière stationnaire, qui est créée dans la direction de l'axe du tube. L'histoire ne s'est pas arrêtée au nid d'abeilles. La partie la plus intéressante a commencé en 1988, lorsque Grebennikov a découvert un phénomène étrange, dont la manifestation était l'invisibilité partielle, et la lévitation des enveloppes chitineuses du coléoptère, dont il n'a pas révélé le détachement. Comme Grebennikov l'a raconté dans son livre « Mon monde », il a réussi à construire une plateforme antigravitationnelle, sur la base de ce phénomène, et à développer les principes de son contrôle pour réaliser un vol physique. Nikola Tesla a dit un jour « Je ne travaille plus pour le présent, mais pour l'avenir ». C'est probablement ce qu'a décidé de faire Grebennikov, en écrivant à la fin de sa vie, une lettre très contradictoire à son ami, Yuri Nikolaevitch Tcherednitchenko.
Il y admet qu'il n'a pas inventé le gravitoplane. Peut-être voulait-il simplement se protéger, lui et sa famille, en laissant tous les secrets de ses livres aux générations futures, sous forme de messages cryptés. Qui sait, peut-être que l'étude de l'effet des structures en cavité conduira les scientifiques à de nouvelles découvertes dans le domaine de la physique. Comme ils l'écrivent sur Internet, dans un bureau d'études est accrochée la photo d'un hanneton, dans un cadre, sous laquelle il est écrit « Le hanneton vole en violant toutes les lois de l'aérodynamique, mais il ne le sait pas, et continue de voler. » Ainsi, un nouveau principe a été ajouté à notre tirelire des principes des dispositifs antigravitationnels, celui des structures spatiales en cavité. Mais c'est loin d'être la totalité de ce que nous avons réussi à découvrir dans ce domaine mystérieux pour les chercheurs modernes. Nos recherches se poursuivent. Le héros suivant ne s'est pas du tout inspiré des abeilles, il a essayé de pénétrer dans les profondeurs de la matière, et il a fini par trouver cette même antigravité. Le 3 mars 2018, un moteur quantique expérimental sans éjection de masse par réaction a été présenté à une commission faisant autorité. La commission qui a supervisé les essais comprenait un docteur en sciences techniques, le professeur Georgi Kostin, un membre du conseil d'experts de la commission de la défense de la Douma d'État, le lieutenant-général Mikhail Sotin. Un testeur d'équipement spatial honoré de la société Energia Rocket and Space Corporation, Alexander Kubasov, ainsi que de nombreux autres chercheurs et scientifiques très respectés. Les résultats ont stupéfié le public. Le prototype a développé une force de poussée d'environ 115 newtons par kilowatt. À titre de comparaison, les meilleurs modèles de fusées modernes ne sont pas en mesure de produire une force de poussée supérieure à 0,7 newtons par kilowatt. Cela signifie que l'appareil présenté à la commission est 165 fois plus efficace que le moteur à réaction utilisé par l'industrie spatiale moderne. L'auteur de ce moteur unique est Vladimir Semenovitch Leonov, académicien de l'Académie des sciences de Petrovskaya et de l'Académie internationale de recherche systémique. Le moteur de Leonov est basé sur une théorie de l'espace-temps, créée par lui-même. Il déclare « Nous avons établi que l'espace cosmique déverse une énergie colossale, sous la forme d'un champ électromagnétique global, d'une discrétisation très fine, dont on ne savait rien auparavant. J'ai découvert ce champ global en 1996, en tant que cinquième force fondamentale, sous la forme d'une interaction électromagnétique super forte. Son porteur est un quantum d'espace-temps, un quanton, dont la taille est 10 fois plus petite que le noyau atomique, mais qui concentre une énergie bien plus grande que l'énergie nucléaire. Selon cette théorie, la soi-disant « énergie noire », ou le vide physique qui forme l'espace, est une manifestation d'une grille énergétique élastique de la force. La force de poussée dans les dispositifs de Leonov résulte de la répulsion des parties fonctionnelles du moteur par rapport à cette grille énergétique. En d'autres termes, grâce à l'apparition d'une gravité artificielle ou d'une force antigravitationnelle, l'appareil crée une impulsion de mouvement sans éjection de masse. Pour démarrer le moteur et passer en mode opérationnel, il est nécessaire de lui fournir de l'énergie électrique. Mais même en tenant compte de ces coûts, le moteur de Leonov est presque 200 fois plus efficace que les moteurs à réaction analogues existants. Bien que le modèle expérimental du moteur quantique de Leonov ait fait l'objet d'une démonstration en 2014 à l'Académie des sciences de Russie et qu'il ait été reconnu comme réalisable, le brillant scientifique a été accusé de charlatanisme et de falsification des résultats et n'a pas reçu de fonds pour poursuivre ses recherches. Plus le scientifique s'approche de la vérité, plus l'opposition est forte. Pour légiférer contre des scientifiques comme Leonov, un comité de lutte contre les pseudosciences a été créé en 1998, à l'initiative du docteur Vitaly Ginzburg. Leonov est en conflit avec ce comité. En fait, la controverse n'est pas entre Ginzburg et Leonov, mais entre la physique du XXe siècle, dont Ginzburg est le représentant, et la physique du XXIe siècle. Ne souhaitant pas aller au-delà des dogmes établis, Ginzburg n'a pas pris la peine d'examiner les travaux de Leonov, et lui a répondu qu'il avait peu de chances de trouver un soutien dans la communauté scientifique.
Les motifs de cette réponse ont été bien résumés par Leonov lui-même, dans une lettre à Gainsbourg. Vous pensez que l'essentiel de la physique a déjà été fait, et que nous n'avons plus qu'à essuyer la poussière de vos travaux. Oubliez cela. Cette physique, à laquelle vous avez donné votre vie, n'existe plus. C'est de l'histoire ancienne. La physique du XXe siècle est la physique des systèmes mécaniques quantiques fermés, qui n'existent tout simplement pas dans la nature. Vladimir Leonov a passé tous les tests avec honneur. La commission sur les pseudosciences n'a pas pu fournir de preuves de l'inefficacité de l'invention de Leonov. Aujourd'hui, ce scientifique remarquable, lauréat du prix du gouvernement russe, est considéré comme le père de la théorie du mouvement non réactif dans le vide cosmique. Oui, la physique du XXIe siècle, c'est maintenant. Les développements théoriques indiquent que les moteurs quantiques de Leonov pourraient jouer un rôle crucial dans le développement de l'astronautique. 1000 km par seconde, et le système solaire cesse d'être aussi gigantesque. 3h30 pour la Lune, une quarantaine d'heures pour Mars. C'est tentant, non? Et par la suite, il sera possible de parcourir les distances spatiales en quelques minutes. C'est déjà possible aujourd'hui, il suffit de changer les conditions. Mais il ne suffit pas de fournir les conditions sur le plan technique. Il faut les créer pour les scientifiques eux-mêmes, afin qu'ils puissent travailler tranquillement et fructueusement sans être harcelés et persécutés par les comités de lutte contre les pseudosciences et autres structures similaires. Cette liste impressionnante de scientifiques et d'inventeurs qui se sont penchés sur la nature de la gravité peut être poursuivie pendant très longtemps. Ivan Posvenchuk, Thomas Townsend Brown, Alexander Frolov, Spartak Polyakov, Floyd Sweet, Nikolai Kozyrev, Maurice Allais, Valéry Menchikov, Bruce de Palma, Karl Chapeller, Dewey Larson, John Nordberg, Alexander Dmitriev, William Cooper, Ivan Shakparonov, Albert Victor Vennik et bien d'autres. Où sont aujourd'hui les résultats de leurs travaux? Quelqu'un les connaît-il, ou sont-ils mis en œuvre quelque part dans nos vies? Au contraire, les sources d'énergie traditionnelles et les moyens de transport qui y sont associés continuent d'être défendus et imposés dans le monde entier. L'opposition aux inventions progressistes est menée dans chaque pays à sa manière. En Russie, il s'agit du comité des pseudosciences de l'Académie des sciences russes, tandis qu'en Occident, ce sont les sociétés transnationales qui s'y opposent. Le résultat de leurs vastes activités est toujours le même. La raison en est simple, la soif de pouvoir et d'argent d'un cercle restreint de personnes. En d'autres termes, le format consumériste dans toute sa splendeur. One of us flew like a bird. All those fictions, boundaries were completely ignored. Time and space, just derivative, like a toy. Something is primal, it's information. World's made of science, it's fractal. Micro cells, the structure for all the macro. Gravity's essence of all the reason. In fact, quantum world's not a boundary direction. There's no divination, no misconceptions. Reasonable targets, clear objectives. Future science moves heavenly. Boots if we study snake theory. Halloween it will fade off was consuming. It's not a fairy tale reverie. It's given by creative society. Change, conditions all change. New age rises in our age. Sci-fi will change all the world. It seems we grow no more. Change, conditions all change. Repetition in every day. Change, conditions will be changed. So we become civilization. Not fantastic. No self-deceit, just a simple plan of quantum physics. Answers are hiding in information. Just have a look on this new conception. Anti-gravity using power of will to make us like flying birds and real. Life prolongation, it's innovation. Health capsules will guard us, be sure. Creating batteries, atomic particles easily. No more misery articles. Open space, free regeneration.
consistent learning factors. Let's just finally join so we can deal with our balance core. It's not fantastic, no self-deception. Last chances given for intention to change. Conditions all change. New edge rises in our age. Sci-fi change our world. It seems we grow no more. Change. Conditions all change. Repetition in every day. Change. Conditions will be changed. So we become civilization. Civilization. Notre monde est un monde de particules. Et ces particules interagissent les unes avec les autres, non seulement dans notre monde, mais dans l'univers tout entier, car toute particule fait partie du tout. La question est de savoir comment toutes les particules de l'univers échangent des informations, comment ce réseau global informationnel supraluminal est organisé. Ce sont les questions auxquelles nous avons finalement abouti. Toutes les grandes découvertes ont été faites en observant les processus naturels, qui sont en fait des flux de particules. Tout comme les vagues, les remous et les tourbillons qui peuvent se produire dans l'écoulement de l'eau, il en va de même pour les ondes électromagnétiques. L'observation des éléments a permis à de nombreuses personnes de faire des découvertes remarquables, dont l'ingénieur et inventeur canadien John Hutchison. John Hutchison est un ingénieur et inventeur canadien qui a tenté de reproduire de nombreuses expériences de Nikola Tesla. En 1979, alors qu'il étudiait les ondes électromagnétiques longitudinales, Hutchison a fait une découverte choquante, tout à fait par hasard, en obtenant un effet étrange, qui a ensuite été baptisé de son nom. L'effet Hutchison résulte de l'interférence, dans une région de l'espace, d'ondes longitudinales produites par des sources de haute tension, généralement, 2 bobines Tesla, ou plus. Hutchison a étudié très attentivement les travaux de Nikola Tesla, a essayé de recréer avec un maximum de précision le prototype de son laboratoire, et a répété les expériences. En tant que résultat de ce travail, on enregistre plusieurs répétitions réussies des expériences de Tesla, mais ce n'est pas pour cela que l'histoire a retenu son nom. L'effet Hutchison, que de nombreux physiciens ne parviennent toujours pas à comprendre, ni à expliquer, est véritablement stupéfiant. On sait seulement que des phénomènes étranges se sont produits en présence de plusieurs bobines Tesla, avec une tension suffisamment élevée. Les expériences d'autres scientifiques n'ayant pas abouti aux résultats escomptés, il existe une opinion sur l'interaction des champs électromagnétiques avec d'autres forces et phénomènes qui n'ont pas encore été étudiés. Les effets produits sont les suivants: lévitation d'objets lourds, fusion de matériaux dissemblables, tels que le métal et le bois, échauffement anormal de métaux en l'absence de substances brûlantes à proximité, rupture spontanée d'objets métalliques qui se fissurent et se propagent dans différentes directions. L'effet Hutchison lui-même est perçu par les scientifiques non pas comme un seul phénomène, mais comme plusieurs phénomènes se chevauchant, à la suite desquels différents objets sous l'influence d'ondes électromagnétiques se sont comportés de manière tout à fait inattendue. Plusieurs pièces de métal, grandes et solides, ont été déchirées comme si elles étaient en plastique mou. Des objets lourds et encombrants ont été arrachés de la surface et soulevés dans les airs. Certains morceaux de métal ont été chauffés presque jusqu'au point de fusion, sans source de chaleur supplémentaire, d'autres ont fusionné avec du bois, ce qui est difficile à expliquer scientifiquement. Comment cela est-il possible ? Existe-t-il des hypothèses scientifiques modernes, capables d'expliquer tous ces phénomènes étonnants ? À notre avis, c'est la théorie des serpents qui peut l'expliquer. Elle a été présentée lors du Forum international en ligne, du 22 avril 2023, intitulé « Crise globale, il y a une solution ». Si cette hypothèse est vraie, le temps et les recherches des scientifiques le montreront dans un avenir proche. Ainsi, selon cette hypothèse, l'état préquantique de la matière est représenté par de courtes ondes élastiques de certaines énergies. Nous sommes dans un flux constant d'énergie, qui peut être représenté comme des petits serpents à l'état linéaire,
et la matière visible peut être représentée comme des serpents à l'état enroulés, enchevêtrés. En physique, il existe plusieurs lois importantes. Change les conditions et les choses changent. L'énergie d'un certain type ne peut être affectée que par de l'énergie du même type. Les petits effets entraînent de grands changements. Essayons d'expliquer les résultats obtenus par Hutchison, dans ses expériences, à l'aide de l'hypothèse des serpents. Prenons l'exemple de la fusion de deux matériaux étrangers, comme le métal et le bois, en un seul fragment. Selon la théorie des serpents, toutes les énergies sont constituées de formes linéaires de serpents, et la forme visible de la matière est constituée d'états enchevêtrés de ces mêmes serpents. Qu'a fait Hutchison? Il a changé les conditions, et les serpents qui étaient à l'état noué, dans le métal et le bois, ont commencé à se redresser, et à s'entrelacer les uns avec les autres. Lorsque Hutchison ramena les conditions extérieures à leur état antérieur, les serpents commencèrent à s'enchevêtrer à nouveau, retournant à leur état antérieur, s'entrelaçant les uns avec les autres. Le résultat fut la pénétration de fragments de métal dans le bois, et de fragments de bois dans le métal, comme s'ils avaient été fusionnés à l'origine. Mais ce n'est pas tout, à la place de la pénétration des matériaux les uns dans les autres, de nouvelles substances sont nées, peut-être pas encore connues de la science. On retrouve la même image dans les descriptions de Ralph Ring, qui raconte que lors des expériences d'Otis Carr, le métal est devenu aussi liquide que l'eau, et que l'on pouvait y plonger la main. Un phénomène similaire, de mélange de matière, a peut-être été observé lors de l'expérience de Philadelphie, réalisée en 1943. Le site officiel de la marine américaine réfute la réalisation de cette expérience, mais comme nous le savons, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est l'astrophysicien, mathématicien et ufologue Maurice Ketchum Jessup, habitant de l'Iowa, qui a fait connaître pour la première fois l'expérience de Philadelphie. Après la publication en 1955 de son livre « Arguments en faveur des ovnis », Maurice a commencé à recevoir des lettres d'un certain monsieur Carlos Miguel Allende, qui affirmait que l'armée américaine, utilisant en pratique une technique secrète, pouvait, paradoxalement, déplacer des objets en dehors de l'espace et du temps habituel. Jessup a enquêté, et a trouvé de nombreuses preuves que l'expérience avait eu lieu, mais comme cela arrive souvent dans ce genre d'histoire, le 20 avril 1959, Maurice a été retrouvé dans sa propre voiture, asphyxié par les gaz d'échappement. Après sa mort, ses amis et co-auteurs, Ivan Sanderson et le docteur Manson Valentine, ont poursuivi leurs recherches. En 1979, William Moore et Charles Berlitz ont écrit un livre intitulé The Philadelphia Experiment, Project Invisible, qui reprenait les informations et les conclusions de l'enquête de Jessup et de la lettre d'Allende. L'expérience a été menée le 28 octobre 1943, dans les eaux de l'océan Pacifique, sur le destroyer Eldridge. Le numéro de bord était le DE-173, le navire mesurait 93 mètres de long et pesait 1260 tonnes. Lorsque les générateurs ont été mis en marche, le navire a disparu. On pense qu'au moment de l'expérience, 181 personnes se trouvaient à bord. Lorsque les générateurs ont été éteints, les observateurs ont vu quelque chose de terrible. La plupart des membres de l'équipage sont morts, les corps de certains marins étant littéralement scellés dans la coque du navire. Plusieurs dizaines de personnes ont disparu. Les survivants étaient brûlés, et proches de la folie. Une vingtaine de personnes au maximum étaient relativement indemnes. Détail curieux, toutes les horloges étaient en retard sur le temps réel. Les militaires ont été choqués par ce qui s'est passé, l'expérience a été arrêtée, classée, et les détails de l'expérience sont toujours inconnus. Tesla avait déjà développé cette technologie, mais avait refusé de mener des expériences sur des êtres humains. L'armée était justement intéressée par ce type d'expérience. Tesla ne leur convenait plus, et n'était plus rentable pour eux. L'expérience a été réalisée en 1943. Et il se trouve que c'est justement, en 1943, que Tesla a disparu. Sur la base de la théorie des serpents, nous pouvons supposer que le même effet s'est produit que dans l'expérience d'Hutchison.
Les conditions ont changé, les serpents enchevêtrés ont commencé à se disperser, et à acquérir une forme linéaire, à se mélanger, et lorsque l'influence a cessé, les serpents ont commencé à s'enchevêtrer, et à acquérir la forme de la matière. Lorsque les serpents sont dans un état enchevêtré, nous observons une particule. Lorsque, dans certaines conditions, l'enchevêtrement se défait, et que les serpents s'alignent les uns après les autres, nous observons une onde, c'est-à-dire l'état ondulatoire de la même particule. Par essence, l'enchevêtrement est un niveau quantique, le niveau de manifestation d'une particule. Et les ondes élastiques courtes, les serpents, dont tout est constitué, sont le niveau au-delà du quantique. Il existe de nombreuses sortes d'énergie, c'est-à-dire de serpents, dans le monde, au-delà du quantique. Associativement, on peut imaginer qu'ils ont des dessins, des couleurs, et des épaisseurs différentes, que certains sont venimeux, et d'autres non. Les combinaisons de ces énergies, c'est-à-dire de ces ondes élastiques courtes, de ces serpents, sont à l'origine de toutes les ondes connues de la science aujourd'hui, électromagnétiques, thermiques, etc. En d'autres termes, toute onde est discrète dans sa nature réelle, car elle se compose de plusieurs ondes élastiques courtes, les serpents. Aucun serpent ne disparaît jamais. Il passe simplement d'un état à un autre. Tous les objets matériels sont également constitués des enchevêtrements de serpents, comme les plus petites particules matérielles. Chaque serpent de l'enchevêtrement est porteur d'une certaine information, d'un code. En fonction de la combinaison de serpents, dans une particule, telle ou telle matière, dotée de telle ou telle propriété, se forme dans le monde matériel. Les caractéristiques d'un objet matériel, et tous les processus qui s'y déroulent, sont formés au niveau au-delà du quantique. En d'autres termes, l'information incorporée dans les particules au niveau au-delà du quantique détermine ce que ces particules forment, de la matière vivante ou non vivante, par exemple un chien ou une balle. Un phénomène intéressant qui a été observé lors des expériences d'Hutchison est celui des anomalies d'antigravité. Par exemple, une boule d'acier pouvait s'élever et flotter dans l'air, et de petits objets pouvaient voler vers le haut. Essayons d'examiner ce phénomène du point de vue de la théorie des serpents. Imaginons que tout ce qui nous entoure est traversé par des flux de serpents dans un état linéaire. La plupart de ces flux sont unidirectionnels dans notre région de l'espace. On peut les comparer à l'écoulement d'une rivière. Qu'est-ce que l'antigravité? En termes de théorie des serpents, l'antigravité peut être comparée à la réorientation de l'écoulement de cette rivière. En changeant les conditions, nous interférons avec le flux, provoquant ces freinages localisés, ces tourbillons, ces contre-courants, ces vagues. Cela signifie que nous avons un contrôle total sur la matière. Igor Mikhailovitch, vous avez dit que le noyau est le centre de gravité. Obligatoirement. Le fait est que certains esprits scientifiques disent « La gravité existe-t-elle vraiment ?» Peut-être devrions-nous renoncer à la notion de force gravitationnelle et nous laisser guider par les seules forces centrifuges? Vois-tu, cela sonne vraiment très drôle, en fait. Surtout dans l'espace. Mais je tiens à vous dire que la science moderne, y compris la physique, est plutôt dans une section philosophique. Pourquoi? Parce qu'on peut prouver et réfuter n'importe quoi. En fait, c'est comme ça. La seule chose qui soit exacte, ce sont les mathématiques. Ici, si c'est 1, alors c'est 1. Si c'est 1 plus 1, alors c'est 2. Vous voyez, on ne peut plus le faire tourner, même s'ils essaient de le manipuler. Revenons donc à notre gravité, aux forces centrifuges. Les forces centrifuges ne sont pertinentes que dans le champ gravitationnel. Si nous supprimons la composante gravitationnelle, les forces centrifuges cessent d'exister. Nous avons partout, dans tout l'univers, un champ gravitationnel qui permet à l'ensemble du monde matériel d'interagir ensemble. Un exemple simple. Il y a des particules sur vos beaux cheveux, sur la pointe de vos cheveux. Pour votre gouverne, la pointe de vos cheveux est en train d'interagir avec la galaxie la plus lointaine, et pas seulement avec la galaxie la plus lointaine, mais avec chaque grain de sable de cette galaxie, et en fait avec toutes les galaxies. Et maintenant, je vais dire quelque chose de séditieux. Je suis désolé, mais c'est ainsi. Ainsi, la pointe de ton cheveu contient toutes les informations
sur n'importe quelle particule de la galaxie la plus éloignée, et sur son état actuel. Pourquoi? Parce que toute partie d'un hologramme contient des informations sur l'ensemble de l'hologramme. Si nous suivons les lois des fractales, c'est vrai. Si nous suivons les lois de l'interaction gravitationnelle, c'est-à-dire de l'échange d'informations, c'est vrai. Vous voyez comment tout cela fonctionne. Peut-on le prouver? C'est compliqué. Peut-on le réfuter? Avec l'aide de la physique moderne, celle que nous utilisons, c'est facile, on peut le réfuter. Mais, et c'est là qu'on arrive au monde quantique, qui confirme exactement ce que je disais. Mais il est complexe, et les lois que nous avons, qui sont fondamentales et indéniables, ne fonctionnent pas du tout au niveau du monde quantique. C'est ce qu'il y a de plus, disons, de plus drôle dans cette situation. Pourquoi? Parce que les lois du monde quantique ne fonctionnent absolument pas au-delà de la limite quantique, là où tout prend naissance. En fait, tout n'est, non pas au-delà de la limite quantique, mais même, disons, en allant plus loin dans ce processus de réduction, c'est là que naît tout ce qui est matériel. À ce stade, les serpents ne sont qu'une hypothèse. Elle peut sembler naïve à certains aujourd'hui. Mais imaginez ce qui se passera dans un avenir proche, lorsque nous apprendrons à créer des conditions dans lesquelles les serpents changeront d'état de manière contrôlée. En fait, avec cette théorie, nous aurons un contrôle total sur la matière. Oui, ce sera le moment où la science-fiction deviendra réalité, générateur sans combustible, moteur à poussée antigravitationnelle, réplicateur et recycleur de matière, capsule de santé, et, surtout, la stabilisation du noyau de la planète pour éviter les catastrophes climatiques mondiales. Comme nous le voyons, la science dispose aujourd'hui de presque tout ce qui est nécessaire, non seulement pour sauver l'humanité, mais aussi pour lui assurer une longue vie heureuse. Il ne manque qu'une chose, la plus importante, une société créatrice. C'est tout. Vous avez probablement des questions. Vous ne pouvez pas ne pas en avoir, si vous avez regardé jusqu'ici, car nous aussi, nous nous posons des questions. Alors, essayons d'y répondre ensemble. Écrivez-nous à l'adresse suivante, info@alatra.tv. Ce n'est qu'en unissant nos efforts que nous pourrons connaître la vérité. À bientôt!